Voilà, nous sommes avec Madame Otokore Bénédicte, on l'a dit, c'est notre invitée de ce jour. Elle est la secrétaire générale adjointe de la Ligue ivoirienne des droits des femmes. Et aujourd'hui, avec elle, nous allons nous intéresser aux droits des femmes qui, on le sait, dans ce mois de mars, a une journée qui lui est dédiée. Et donc, Madame Otokore, je prononce bien. Oui. Nous sommes dans le mois dédié aux femmes. Merci d'avoir répondu déjà à notre invitation. Vos droits ont été célébrés le 8 mars, droits pour lesquels, on l'a dit en introduction, la Côte d'Ivoire a enregistré beaucoup d'avancées. Mais sur le terrain, bon, force est de constater que les femmes ne réclament pas toujours véritablement ces droits. Bon, certains disent qu'elles préfèrent se complaire dans leur coin et surtout se plaindre plutôt que de revendiquer ces droits qui leur sont dus par la Constitution et qui leur sont reconnus par la Constitution ivoirienne. Exactement. Donc, de votre point de vue, est-ce que les femmes ivoiriennes sont conscientes de toutes les avancées qui ont été enregistrées en Côte d'Ivoire concernant leurs droits? Je ne pense pas. Je ne pense pas que la femme ivoirienne lambda soit consciente effectivement de toutes les avancées, je dirais, juridiques particulières qu'il y a eu concernant les droits des femmes en Côte d'Ivoire. Le premier frein déjà, c'est le taux d'alphabétisation qui est très bas et dans les contrées qui sont un peu plus reculées, il y a ce défaut-là d'accès à l'information, surtout quand elle est assez académique, je dirais. Donc, je ne pense pas que toutes les femmes aujourd'hui en Côte d'Ivoire soient conscientes de tout ce qu'il y a, tout ce qui est avancé particulier. Bien sûr, ce qui est beaucoup plus courant, comme par exemple voter, comme je dirais décider d'avec qui on se marie, décider par exemple pouvoir être chef de famille, comme la loi sur le mariage qui a fait un tollé quand il y a eu la... Pourquoi quand elle est sortie, mais oui, on en a beaucoup parlé, ça a fait couler beaucoup d'encre. Donc je pense que toutes ces avancées-là dont on a beaucoup parlé, notamment sur les réseaux sociaux, tout le monde le sait. Mais à part ça, tout ce qu'il y a de vraiment spécifique, on n'est pas vraiment au courant. Ben, quand vous avez fini de faire ce constat-là, vous, au niveau de la Ligue ivoirienne des droits des femmes, qu'est-ce que vous faites pour que, justement, les femmes dont vous avez parlé en milieu rural, surtout, qui n'ont pas toujours accès à l'information, pour que ces femmes-là, de façon très simple, puissent savoir comment les choses se passent? Et surtout, quels sont les acquis dont elles peuvent bénéficier? Oui, nous sommes une organisation de défense des droits des femmes, de lutte contre les violences basées sur le genre et aussi de promotion des droits des femmes. Donc, promotion. Exactement. On rejoint ce que nous exactement. Donc, nous travaillons avec des femmes en milieu rural. Nous ne nous limitons pas qu'à Abidjan. Si vous allez sur nos pages, notre page et notre page Facebook notamment, vous allez voir que ce soit pendant la période du 8 mars ou pendant la période des 16 jours d'activisme contre les violences contre les violences faites aux femmes. Nous allons en zone rurale, nous allons dans les autres villes de la Côte d'Ivoire et nous parlons de droits des femmes, notamment de violences basées sur le genre à ces femmes-là. Mais ce que j'aimerais souligner, c'est que il faut tenir compte du contexte social. En Côte d'Ivoire, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a le problème de l'alphabétisation. Donc, on ne vient pas directement parler de droits des femmes, de parité à l'Assemblée nationale à des femmes qui n'arrivent même pas à vivre au-dessus du seuil de pauvreté. Donc, ce que nous faisons premièrement, c'est de parler à ces femmes-là d'autonomisation, de lutte contre la pauvreté, notamment, de les aider à avoir un revenu propre à elles, afin déjà de pouvoir s'autodéterminer et puis aller à la conquête maintenant des autres droits. Ok. Ben, en fait, vous vous inscrivez dans une démarche un peu pédagogique, comme vous l'avez dit, vous allez step by step, mais je veux dire, c'est un peu en contradiction avec ce que d'autres organisations de défense des droits des femmes elles revendiquent. Vous le voulez tout de suite, maintenant, mais après vous posez le problème de l'alphabétisation. On fait quoi? Qui veut quoi tout de suite, maintenant? La plupart des femmes.
La plupart des femmes. Moi, je ne suis pas la plupart des femmes, mais je ne suis pas ici pour parler au nom de la plupart des femmes. Les femmes, ce n'est pas un groupe homogène. La Ligue ivoirienne des droits des femmes défend oui, je suis les droits ici des pour femmes, parler de toutes les femmes. Je suis ici pour parler au nom de la Ligue ivoirienne des droits des femmes. Qui défend les droits de toutes les femmes. Qui défend les droits des femmes. Dont celles qui veulent tout de suite et maintenant qu'on applique voilà, ce qui leur... Exactement, comme je dis, je choisis au nom de qui je veux parler. Je parle au nom de la Ligue ivoirienne des droits des femmes. Et ce que je disais, c'est que vous me parlez des autres organisations des droits des femmes. Vous leur poserez la question... Vous menez le même combat? Je ne sais pas si je mène le même... Le combat des droits pour la défense des droits des femmes. Oui, mais comme je vous l'ai dit, les femmes, ce n'est pas un groupe homogène. Madame Otokori. Moi, les droits que je revendique en tant que femme, s'il vous plaît, on va recadrer les choses. Les droits des femmes, ils sont les mêmes pour toutes les femmes de la Côte d'Ivoire. Quand un nouveau texte de loi est adopté pour faire avancer les droits des femmes, c'est pour toutes les femmes de la Côte d'Ivoire. Donc, toutes les organisations de défense des droits des femmes font la promotion de ces mêmes droits. Donc, vous parlez des mêmes choses. Ça, c'est vous qui le dites. Je ne peux pas dire que je parle de la même chose. Voilà, donc vous avez le droit de constater ce que vous voulez. Mais ce que moi je dis, c'est que on peut avoir des droits qui sont consacrés par la Constitution, par les lois et tout. Mais est-ce que vous pensez que de façon, je dirais, terre à terre, en tant que citoyen, même pas en tant que femme, est-ce qu'on a tous accès aux mêmes choses socialement? Logiquement, on devrait avoir accès aux mêmes choses. Non, on n'est pas en train de parler de logiquement. Non, quand on parle d'accès à l'information... On devrait, moi-même, je devrais être logiquement ailleurs ce matin. Non. Quand on parle d'accès à l'information... Ce que je veux dire, c'est qu'il y a le problème de l'accès, notamment quelqu'un qui n'est pas lettré n'a pas le même accès que moi, par exemple, qui suis universitaire. Oui, mais ça va de soi. Après, puisqu'on parlait de promotion, je dis qu'on va vers les populations rurales pour véhiculer un message, il y a ce qu'il faut faire pour s'adapter à ces populations rurales-là, pour que le message qu'on veut faire passer puisse passer. Qu'elle soit lettrée ou illettrée, il y a forcément un moyen de faire passer l'information. Exactement. Voilà. Si vous me parlez de pesanteur culturelle, je peux comprendre, qui fait que souvent dans certaines localités de la Côte d'Ivoire, c'est difficile de faire passer et faire adopter certains messages. OK. Ben, sinon, quand on parlait d'accès à l'information, l'accès, il est le même, qu'on soit lettré ou pas. Non, pas du tout. Non. Quand je dis qu'il est le même, non, quand je dis qu'il est le même, je veux dire, pour quelqu'un qui n'est pas lettré, manipuler un iPhone, c'est un peu difficile. Mais sinon, si on lui donne l'information dans sa langue, voilà, la personne a accès à l'information. Mais c'est ce que je disais, mais que quelqu'un qui n'est pas lettré n'a pas la même perception sociale que, par exemple, quelqu'un qui vit en zone urbaine, qui a fait des études supérieures ou même qui est allé à l'école jusqu'au lycée, par exemple. Et quand je parlais de pauvreté, par exemple, de contexte social, je vais aller terre à terre. Quand je me lève le matin et que je ne sais même pas ce que je vais manger, je ne suis pas en train de revendiquer pour la parité à l'Assemblée nationale. Ça va de soi. C'est quelque chose, c'est basique, on n'a pas besoin de faire politique pour ça. Si je reprends le mot, ça veut dire qu'on a encore du chemin devant. Mais oui, c'est exactement parce qu'on a encore du chemin que des organisations comme la Ligue sommes là. Voilà, parce que la fin de la pauvreté en Afrique, c'est pas pour maintenant, et même dans le monde. Voilà. Maintenant, donc, le législateur, lui, il fait sa part. Exactement. Voilà, il continue à adopter de nouveaux textes de loi pour la promotion des droits des femmes. Exactement. Bon, maintenant, si on raisonne comme vous êtes en train de le faire, je veux dire, c'est pas maintenant qu'on va finir de faire intégrer aux femmes que, voilà, il y a si, on le fait. Pour vous. Oui. Si, on le fait. Quand on va dans des zones comme à Boisseau, pour dire aux femmes, maintenant, vous devez vous autodéterminer pour pouvoir revendiquer des droits, vous devez pouvoir être capable de choisir pour vous. Aujourd'hui, on ne choisit pas pour soi quand on n'est pas financièrement autonome. Ça commence par ça d'abord. Et nous sommes là pour justement les aider à ça. Nous, on accompagne les victimes, on accompagne les je vous prends un mot, dans les petits villages d'Aboisseau, les femmes, elles ne sont pas forcément lettrées, elles toutes. Comment vous le faites alors, puisque vous parlez de la barrière qu'il y a à ce niveau-là? Justement, on parle avec elles pour les emmener à sortir justement de cet état de coupure-là, de cet état d'illettrisme et tout ça. Donc, je ne sais pas, je ne perçois pas trop. Vous parliez de la barrière qu'il y a pour les personnes, par exemple, illettrées, auxquelles vous ne pouvez pas faire passer les messages. Vous me ramenez à Boisseau, donc c'est la raison pour laquelle je vous ramène la question sur les personnes illettrées qui ne comprennent pas forcément à chaque fois les messages que vous véhiculez. Non, je ne dis pas que les personnes illettrées ne comprennent pas les messages. Je dis que les femmes qui sont dans des zones
reculés, qui sont illettrés ou qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, n'ont pas les mêmes challenges chaque jour que des femmes, par exemple, qui ont accès qui peuvent lire, qui savent ce que c'est qu'une loi. Même si les challenges ne sont pas les mêmes pour ces femmes-là, les droits qui sont votés, ça les concerne. Mais oui, et c'est pour ça qu'on va vers elles pour leur en parler. Bon, on va avancer. Oui. Sur le concept de l'homme qui est le chef de famille, qui a été adopté depuis 2016, quand le législateur a fini de faire sa part... L'homme qui est le chef de famille? L'homme qui est le chef de famille, ça c'était avant. Ouais, aujourd'hui, les choses ont évolué. Exactement. Voilà, donc le législateur, lui, il a fait sa part. Comment vous faites pour que les populations, par exemple, s'approprient cette loi-là? Cette loi-là seulement, on ne parle même pas de toutes les autres, de toutes les autres lois qui ont été adoptées. En milieu rural, est-ce que cette loi-là, elle est sûre? Quand vous faites vos campagnes, est-ce que vous en parlez? Et puis, comment les populations Oui, quand on fait nos ça? campagnes, on parle de tout ce qui concerne l'égalité homme-femme. Pour cette loi-là, précisément... Vous l'avez dit, une loi qui a fait jaser. Oui, ça a fait jaser. Et donc, comme je vous l'ai dit, on parle de tout ce qui est égalité homme-femme. Donc, on en parle. Et comment les populations, les femmes que vous rencontrez, comment elles réagissent? Il y a de toutes sortes de réactions. Il y a des femmes qui sont pour, il y a des femmes qui sont contre. Il y a des hommes qui sont pour, il y a des hommes qui sont contre. Et pour les femmes qui sont contre, par exemple, qu'est-ce que vous leur opposez? Si les femmes elles-mêmes, qu'est-ce que vous leur opposez? Si elles-mêmes, femmes, sont contre le fait que l'homme, aujourd'hui, on dise qu'il n'est plus le chef de famille, est-ce que vous pensez que ça va faire évoluer les mentalités? On ne dit pas aujourd'hui que l'homme n'est plus le chef de famille. Attention, il ne faut pas faire d'amalgame. Les charges sont partagées, les pouvoirs sont partagés. Non, pas du tout. J'aimerais bien rebondir pour vous expliquer justement de quoi il en retourne par rapport à cette loi. C'est aux populations qu'on va expliquer. Exactement. Alors, donc, la loi là ne dit pas que l'homme n'est plus le chef de famille et qu'il faudrait que la femme soit le chef de famille. Non, ce n'est pas ça. Ce que nous avons dit. Oui, non, vous n'avez pas dit ça. Comme vous l'avez dit que ce n'est pas vous que j'explique. Donc, laissez-moi terminer mon propos. Allez-y. Je vous remercie. Allez-y. Donc, je disais que cette loi ne dit pas que l'homme est systématiquement le chef de famille ou que c'est la femme systématiquement. Cette loi qui consacre l'égalité homme-femme dans le mariage dit que aujourd'hui, la femme, autant que l'homme, a la possibilité d'être chef de famille. Avant, c'était systématique. On remettait le livret de famille pendant le mariage au chef de famille, donc à l'homme. Oui. C'était systématique. Il ne se posait même pas la question. Non, il ne se posait même pas la question de est-ce qu'on peut le remettre à la femme. Aujourd'hui, il y a la possibilité et on demande aux époux justement de choisir qui sera le chef de famille. Donc, finalement, ce sont des possibilités qui sont données et le choix vous revient à vous. Donc, si une femme ne veut pas être chef de famille, il n'est en rien qu'elle viole ses propres droits, elle a le droit de ne pas vouloir être chef de famille, puisque c'est un consensus. Oui. Aujourd'hui, c'est juste que cette loi-là permet à la femme d'avoir cette possibilité. Et la question de droit, c'est justement une question de possibilité. À partir du moment où vous avez des possibilités et que vous êtes conscient, vous êtes au courant de cette possibilité et que vous choisissez de ne pas les adopter, on n'a rien à vous opposer. Bien compris. J'espère que ça aura permis d'éclaircir la question dans beaucoup de consensus aujourd'hui. Et on se souvient qu'il y avait eu un fait qui avait fait jaser aussi, la reconstitution d'un viol sur un plateau de télé ici en Côte d'Ivoire. On avait vu toutes les organisations des droits des femmes qui étaient sorties. Mais je veux dire, on a l'impression que les organisations de défense des droits des femmes, je veux dire, elles ont l'indignation à géométrie variable. Sur certains sujets, elles sont très virulentes et sur d'autres, c'est le silence total. Oui. Pourquoi? Oui, parce qu'on choisit ce qui doit nous indigner en fonction de la ligne que nous voulons donner à notre combat. Nous ne sommes pas un groupe de mascottes qui sort lorsqu'un tambour bat. Donc, je ne sais pas ce que vous appelez indignation à géométrie variable, mais... Par exemple, il y a des cas d'excision qui sont recensés tous les jours à Abidjan, alors que la Constitution ivoirienne a pénalisé l'excision. Ici, à Abidjan, c'est Légion. C'est, voilà, les organisations de défense des droits des femmes le savent. À l'intérieur du pays, on le sait. Mais on ne vous entend pas sur cette question-là tout le temps. Hein. D'accord. Vous ne nous entendez pas sur cette question tout le temps. Bon, ça... ce n'est pas discutable. Bon. Ce que j'aimerais dire, c'est que l'excision, le sujet de l'excision, par exemple, vous pensez que c'est quelque chose autour de c'est une chose autour de laquelle on doit faire du bruit. Mais nous, ce n'est pas
ce que nous pensons. Nous pensons qu'il y a des sujets, par exemple, qui sont sensibles et qui ont une dimension sociale. Le viol est une question sensible aussi. Oui, et donc nous accompagnons les survivantes. À chaque fois que la Ligue ivoirienne des droits des femmes est contactée, nous faisons ce qu'il faut, que ce soit au niveau psychologique, que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau financier et même juridique pour accompagner les survivantes. Venez avec moi. Madame Otokoré, Madame Otokoré, vous allez tenir ceci et puis on va regarder la caméra numéro 2. J'aurais voulu avoir suffisamment de temps pour pouvoir continuer ces échanges et vous allez nous livrer la citation matinale sur la caméra numéro 2. Ok. Citation matinale. Le succès de chaque femme devrait être une source d'inspiration pour une autre femme. Bon, rien à ajouter. Merci, Madame Otokoré. Merci à vous. Je reste sur ma faim. Mesdames et messieurs, on va se retrouver demain dès 6h25 pour un autre numéro de Matin Bonheur. On a été très heureux d'être en votre compagnie. Merci encore à notre invité qui est venu partager ce temps d'antenne avec nous. Et puis, on vous retrouve demain, comme on l'a dit. Bonne journée. Restez sur les chaînes du groupe RTI.